Lacan, nous et le réel, 109e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Nous allons donc nous attarder un peu dans l'angoisse. Ça paraît curieux de le dire comme ça, mais il faudrait créer un comité de soutien à la préservation de l'angoisse, étant donné que c'est un affect qui est très déprécié. C'est-à-dire l'angoisse, c'est quelque chose qui est vraiment l'ennemi, l'ennemi social. Mais paradoxalement, tout est fait dans la société pour vous angoisser au maximum. Mais ce n'est pas, c'est comme le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, ou le bon gras et le mauvais gras. Il y a une bonne angoisse et une mauvaise angoisse. La bonne angoisse, c'est l'angoisse telle que la révèle la psychanalyse, et notamment Lacan, qui y a passé une année, enfin bien plus qu'une année, mais le séminaire L'angoisse, lui, tient sur une année. Et je pense que nous allons nous attarder aussi au moins un an sur ce concept-là de l'angoisse, puisque c'est très riche et c'est la clé, l'articulation à partir de laquelle non seulement peut se concevoir la psychanalyse en tant que telle, mais aussi des concepts aussi voisins et cependant insuffisamment articulés que sont le désir, le sujet, l'objet, le fantasme, puisque tout est intriqué à partir de l'angoisse. Donc, sans vouloir refaire les séminaires précédents, parce que vous êtes censés les avoir vus, et en tout cas entendus, puisqu'il s'agit d'y entendre quelque chose. Si l'angoisse est effectivement cette sensation du désir de l'autre, attardons-nous là quelques instants sur, non pas la sensation, puisque la sensation, nous avons vu, on la trouve aussi chez Freud avec un passage justement qui évite la Vorstellung repräsentante, c'est-à-dire le plan du signifiant. C'est pour ça que c'est très surprenant dans la bouche de Lacan, comme je vous l'ai déjà dit. Donc une sensation, c'est quelque chose d'un peu incertain. En tout cas, ça apparaît comme quelque chose de prélogique, qui engage le corps, mais sans que ce soit en passant par la logique en tant qu'elle engage le principe de plaisir et le principe de réalité dans le rapport qu'il y a entre cet appareil psychique et le corps, puisque c'est là où les choses se nouent. Mais plutôt sur le désir de l'autre. Et ce désir de l'autre, nous l'avons vu, désir objectif, désir subjectif, c'est-à-dire quelque chose en nous pousse vers l'autre, et quelque chose en nous retient aussi face à ce désir de l'autre, cette fois conçu comme génitif subjectif, c'est-à-dire que me veut l'autre? Que veut-il de moi? Et là, donc, ce désir, en allemand, se dit Wunsch. C'est le vœu. C'est un vœu assez naïf. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour échapper à l'angoisse? C'est-à-dire me mettre dans une position où je serai l'objet qui vient combler le manque de l'autre. Parce que le désir ne peut pas être conçu sans le manque. Donc nous avons cette espèce de profusion de termes qui sont assez proches, mais toujours insuffisamment articulés. C'est pour ça que je voudrais revenir sur le dernier séminaire et essayer, à partir de cette expérience phénoménologique du rapport qu'il y a entre
l'enfant qui, dans la jubilation, se reconnaît dans le miroir comme son image. Donc, je vous rappelle, première méconnaissance trompeuse, puisque dans le miroir, les choses sont inversées, donc il se prend pour son image. Mais c'est quand même flatteur pour deux raisons. D'abord, je vous le rappelle, parce que intérieurement, lui ne se sent pas quelque chose de fini. Au contraire, ce qu'il perçoit, c'est son propre morcellement interne, le fait de ne pas faire un, d'être fragmenté, fragmentaire, et l'image lui apparaît alors non seulement comme parfaite, puisqu'elle a un contour, elle fait un tout, rien ne manque dans l'image. Et puis l'autre, en l'occurrence là, si c'est la mère, la Vierge à l'enfant, celle qui lui dit oui c'est bien toi, et qu'il déduit par rapport je ne suis pas celle que je vois mais que je reconnais dans le miroir, c'est l'histoire de se regarder tous les deux dans un miroir, dans un autre miroir, et bien on se reconnaît comme n'étant pas celui qui est l'autre dans le miroir. Et le fait qu'il y ait cet assentiment, oui c'est toi, alors là c'est très gratifiant puisque nous sommes dans ce piège-là, mis en place par Hegel, de la reconnaissance, et nous allons courir sans arrêt après une reconnaissance puisqu'il n'y a d'être que de reconnaissance. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de l'autre, petit ou grand. Et ça, c'est le piège absolu. Mais en même temps, ça nous enseigne quelque chose sur l'angoisse, c'est que dès qu'il y a angoisse, c'est qu'il y a forcément de l'autre. Et cet autre-là, même si on n'arrive pas à le définir précisément, il y est. Et pour nous, donc, dans notre indissociabilité de l'autre, le travail préalable, qui est le travail psychanalytique par excellence, c'est d'arriver à articuler le petit autre au grand autre. Et ça, vous l'avez vu, c'est notre travail à partir de l'identification, puisque dans le stade du miroir, là, cette espèce de schéma optique, vous vous souvenez qu'à gauche, vous avez donc l'image dite réelle, où ce que voit l'œil symbolisant le sujet, c'est un bouquet de fleurs qui se place dans un vase. Mais cette image est fausse, puisque de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la verticale nommée A, ce I de A, qui est le moi, qui est l'enfant qui se voit dans le miroir, comme ça, il y a I' de A, qui est l'image virtuelle où le vase est vide. Et à la place des fleurs, il y a encore un terme que je n'ai pas cité tout à l'heure, et qui est important, ô combien dans ce que nous devons étudier, c'est moins phi. Donc sur la scène de l'inconscient, l'autre scène, celle qui est à droite, là, à la place du bouquet de fleurs qui est censé représenter l'enfant qui se voit au bras de sa mère, donc on peut dire que le vase, ça serait la mère, et le bouquet, l'enfant. De l'autre côté, il y a moins phi. Donc ce qui veut dire que si nous revenons sur cette dynamique sur laquelle est parti Lacan, c'est-à-dire cette phénoménologie de l'esprit de Hegel, où le sujet va chercher un objet dans le monde jusqu'à avoir épuisé les objets pour se trouver lui-même comme objet. C'est là où nous sommes dans la célèbre Selbstbewusstsein, qui est appelée donc conscience de soi, je vous rappelle, et que Lacan lui appelle le sujet supposé savoir. Le Selbstbewusstsein, que je vous ai appelé à nommer le sujet
supposer savoir est une supposition trompeuse. Le Selbstbewusstsein, considéré comme constitutif du sujet connaissant, est une illusion, est une source d'erreur. Puisqu'il est supposé savoir quelque chose de l'objet et savoir quelque chose de lui-même. Et c'est là l'erreur de Hegel, puisque cela présupposerait un sujet qui soit transparent à lui-même. Or, ce qui se constate dans l'épreuve du miroir, c'est que bien sûr qu'il y a ce mouvement de jubilation où l'enfant se voit dans la prématuration d'une perfection qui n'est pas la sienne puisqu'il est unifié et il représente quelque chose de parfait qui est une image, mais il sait que par rapport à ce qu'il perçoit intérieurement de lui-même, il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un objet qui n'est pas spécularisable. Il n'apparaît pas dans le miroir. Dans l'image, ce qui caractérise l'image, c'est que rien ne manque dans une image. Il n'y a pas de trou. Sauf dans les toiles de Fontana, bien sûr, il y a des fentes. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est justement cette position qu'avait Fontana, Lucio Fontana, de mettre en scène quelque chose de l'ordre du manque à l'intérieur même du lieu où ça ne peut pas manquer, c'est-à-dire dans l'image. Et on verra que cette histoire de manque et d'image est très importante, puisque c'est en se réfugiant dans le moi et dans l'image que le sujet croit échapper à l'angoisse. Mais il est impossible d'échapper à l'angoisse. Disons, on peut dévier les effets difficiles à supporter de l'angoisse pendant un certain temps, mais l'angoisse, il faudrait la préserver parce que, comme c'est le seul affect qui ne trompe pas, c'est aussi le seul moyen pour le par-l'être de surgir de sa bêtise identificatoire. C'est-à-dire identificatoire à. Alors, je vous rappelle, ai-je besoin de vous rappeler que toute la connerie des gender studies, là, c'est je m'identifie à. Nous avons vu que dans la psychanalyse, c'est pas comme ça, on n'est pas dans le moi idéal, c'est l'idéal du moi, c'est autre chose, c'est l'identification du signifiant qui permet, par l'objet manquant, de retrouver la trace du sujet. Cette histoire de trace, c'est ce qui définit le signifiant. Je vous rappelle que le signifiant, c'est une trace qui a été effacée. Vous vous souvenez, le pied de Robinson, il est effacé. À partir de ce moment-là, il devient signifiant. Parce que c'est de la même manière pour nous que ça se passe pour nous. Les signifiants s'effacent, mais ils continuent à faire leur travail de fond dans notre psyché, de telle manière que notre sujet se joue sur cette autre scène que j'ai essayé de vous amener la dernière fois, et qui détermine l'ensemble de nos décisions, de nos actes, de nos prises de parole. Tout ce qui va définir et déterminer notre vie se joue là, dans un écart entre deux signifiants où notre sujet se trouve représenté par un signifiant pour un autre signifiant, c'est-à-dire indépendamment du lieu même de la phénoménalité de la réalité commune, là où je suis dans un monde imaginaire, donc un monde totalement fantasmatique. Ce monde-là du fantasme, c'est vraiment le monde dans lequel nous vivons de manière, disons, indifférenciée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas dans l'assomption de notre singularité subjective. C'est pour ça que les passages importants dans l'éducation des enfants sont des passages où ils vont se retrouver hors du cercle familial, soumis à un langage et au fait de cette angoisse de reconnaissance qui va faire qu'ils vont quitter leur langage, en quelque sorte, pour se fondre
dans un autre groupe, donc le groupe scolaire. Alors normalement jusqu'à maintenant à la maternelle et à l'école primaire, c'était pas trop dangereux parce que il y avait des gens qui étaient quand même sains. Mais depuis la folie dans laquelle a sombré la civilisation, notamment avec les gender studies, cette espèce d'escroquerie intellectuelle qui en plus ose se revendiquer de la psychanalyse. Donc les enfants sont soumis à non seulement un vocabulaire, un lexique et une syntaxe dégueulasse, c'est-à-dire, si vous entendez ce que j'entends, qu'on me rapporte de ce qu'on dit aux enfants sur déjà leur sexualité, etc., alors qu'ils sont absolument pas là-dedans, ils sont dans la phase de latence, c'est-à-dire entre, disons, 4 et 7 ans, il y a quelque chose qui se passe là où, justement, ils sortent d'une hyper, non pas sexualisation, mais sexuation, c'est-à-dire les effets de la coupure, d'avoir été coupé de quelque chose et de cette impression de manquer de quelque chose. L'enfant, en tout cas, dans ce stade du miroir, il y a effectivement cet effet de jubilation qui est lié à l'image de sa prématuration et cette identification-là à son image, trompeuse, qui va, on l'a vu, durer tellement longtemps que la plupart des gens ne sortent jamais de là. Ils sont incapables de sortir de là parce que pour supporter l'angoisse, il faut accepter qu'il y a quelque chose qui n'est pas spécularisable. Ce quelque chose qui n'est pas spécularisable correspond précisément à ce trou que nous avons mis en place aussi phénoménologiquement avec ce chasseur du Magdalénien. Ce trou-là, du désir, ce n'est rien d'autre en vérité que l'objet petit a. C'est le réel qui n'est pas spécularisable, puisque quelque chose échappe là à la mise en image. C'était impossible à représenter. Je vous rappelle qu'une encoche, c'est quelque chose de creux, c'est quelque chose qui est creusé, c'est un trou d'une certaine manière. Donc, le réel nous apparaît sous la forme d'un trou, on retrouve ça partout, aussi bien dans la phénoménologie de Heidegger avec le pot, c'est-à-dire le plein, le vide, qui s'indéterminent l'un l'autre. Est-ce que le vide rend perceptible le plein ou est-ce que c'est le plein qui rend perceptible le vide? Mais nous sommes plongés là dans une sorte de zone transitoire et de passage où justement il y a une remise en scène de cette acceptation, cette fois, du vide par le fait que ce que perçoit l'enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'y est pas dans l'image, il y a quelque chose qui manque. Ce vide-là, nous sommes dans ce que Lacan a appelé l'objet petit a. C'est pour ça que l'objet petit a n'est pas spécularisable et n'est pas à confondre avec un objet matériel, mais quelque chose qui forcément doit y être quelque part dans le monde si je dois m'y retrouver, mais il ne se voit pas. Il est invisible à l'œil. Car il n'y a rien de plus dans le monde qu'un objet petit a. Sur ou regard, voix ou tétine qui refend le sujet et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, existe. L'objet petit a est invisible dans la mesure où il n'est pas spécularisable. Il n'est pas spécularisable tout simplement parce que c'est ce que met le sujet lui-même dans l'objet qui est là. Vous vous souvenez, cette forme-là montagneuse où il y a un socle bleu et puis il n'y a plus de socle. C'est que l'œil de l'enfant va être attiré par quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est la forme avec le socle bleu. C'est-à-dire, il se voit lui-même dans l'objet. C'est-à-dire que c'est son désir. C'est quelque chose qui pourrait combler le manque qu'il sent intérieur à lui. Puis, le désir pour cet objet disparaît, mais l'objet, lui, reste. Donc, c'est la forme
avec le bleu qui disparaît. Donc, l'objet qui est porteur du désir, c'est que le sujet lui-même l'y a mis. Donc, il n'est pas spécularisable parce que c'est un objet linguistique. C'est-à-dire que c'est le fruit du principe de plaisir, principe de réalité, donc de l'appareil psychique du sujet qui le met dans l'objet. Donc ça peut être n'importe quel objet visible, un objet petit a, sauf que son aspect petit a qui le rend à ce point désirable, lui n'est pas spécularisable, puisque il est la part que le sujet y a mise dans cet objet. Ça, ce qui permet de comprendre la célèbre maxime de Spinoza, ce n'est pas parce que quelque chose est beau que vous le désirez, c'est parce que vous le désirez qu'il est beau. Parce que vous y mettez vous-même quelque chose de vous, et au fond, comme on l'a vu avec le développement de Hegel, et c'est ça, la contradiction qui apporte Lacan, le sujet cherche l'objet jusqu'à se chercher lui-même comme objet. C'est pour ça que le sujet barré et l'objet petit a sont la même chose, mais inversés sur la bande de Möbius. C'est le creux et le plein. Le creux ne peut pas combler le plein, et le plein ne peut pas... Non, plutôt l'inverse. Le plein ne peut pas combler le creux, et le creux ne peut pas creuser le plein, puisque c'est la même chose, mais de l'autre côté de la bande. Donc nous cherchons nous-mêmes dans le monde comme objet. Ce qui fait que dans le désir, nous passons d'objet en objet, puisque nous n'y sommes pas. Jusqu'à ce que nous rejoignions le monde de la pulsion, c'est-à-dire c'est une première étape d'assomption de la castration, c'est-à-dire faire le tour sans l'obtenir, donc rester d'une certaine manière sur le plan de la parole, parce que paradoxalement, la pulsion est une parole. C'est la trace dans le corps qu'il y a une parole, et que nous sommes d'abord des êtres de parole, que notre corps lui-même est une parole. Alors, par exemple, on parle du fantasme, et je vous dis, le fantasme, c'est une manière de contrebalancer l'angoisse, de recouvrir l'angoisse. Et que le fantasme n'est accessible en analyse, par l'analyse, que par les fantasmes sexuels. Parce que les fantasmes sexuels sont l'écho de ce fantasme fondamental qui, lui, n'est pas sexuel. Je vous donne un exemple avec un analysant. C'est que il était attiré exclusivement par des femmes qui faisaient la gueule, ou qui boudaient, qui avaient l'air d'avoir été punies ou forcées. Donc, son fantasme sexuel, c'est que elle était obligée de se dénuder parce que elle était sous une autorité, mais elle n'était pas contente de ça, et ça l'excitait terriblement. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, par le travail analytique, donc je vous rappelle aussi que dans le travail analytique, c'est pas parce que vous vous souvenez que vous allez mieux, mais quand vous allez mieux, vous vous souvenez, c'est-à-dire que tout ce qui a été refoulé là, pour que vous soyez adapté à cette société de débilité, remonte. Et là, vous avez les vérités qui remontent. Et il se souvient que avant que sa mère meure, elle lui a dit une chose qui l'a bouleversé, mais il n'a pas fait les liens tout de suite. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu retiens de moi, maman ? Elle lui a dit, quand j'étais triste une fois, tu étais tout petit, je pleurais, et tu es venu, tu m'as consolé. Magnifique. C'est que, à partir de là, il a éprouvé cette espèce de complémentarité de l'autre qui fait s'évanouir l'autre. Parce que, comme c'est l'autre qui nous demande quelque chose, par le fantasme, on le fait disparaître. Si on le comble, on le fait disparaître. Donc, à ce moment-là, il a représenté pour sa mère le complément. Il était le consolateur, celui qui l'a fait sourire, qui l'a sorti de sa tristesse. Donc, avec les femmes, il devait être ça. Puisque ça lui donnait, ça oriente. Donc ces fantasmes sexuels ont été gouvernés par ça. Là, vous avez un exemple d'un fantasme qui n'est pas sexuel,
un fantasme fondamental, comme dans Le Silence des agneaux, mais qui ne peut se retrouver ensuite que par l'exploration. Il faut pas avoir honte là, mais justement la psychanalyse est un lieu où tout ce qui est gêne, honte, tout ça doit être dégagé parce qu'il s'agit de laisser parler la parole, de laisser parler la vérité. Il faut sortir de toutes les cases dans lesquelles on met tout le monde là, dans cette société d'obsessionnels délirants. Et donc laisser parler la parole permet de remonter à ce fantasme originel et de libérer quelque chose énergétiquement qui ouvre le champ de la parole, donc le champ d'un progrès qui soit véritable, puisqu'il n'y a de progrès que symbolique, donc progrès de la parole dans la parole. Some dreams come true, some don't, but keep on dreaming, always time to dream, so keep on dreaming. Pretty woman. Alors nous nous trouvons avec un problème majeur quand même, puisque l'objet lui-même est invisible et inaccessible, et le sujet ne fait qu'apparaître entre deux signifiants sans jamais pouvoir être repérable très précisément. Donc il échappe aussi à la représentation et nous nous retrouvons pris donc dans cette équation, la formule du fantasme, est-ce barré ? Le sujet, il est barré, c'est déjà barré, à peine on est là, il est plus là. Donc coupure de ou désir de, que nous soyons dans le cas de la perversion ou de la névrose, objet petit a, un objet qui est un trou. J'ai fait ce petit préalable là pour essayer de dire à quel point la psychanalyse, la vraie, c'est-à-dire que c'est celle qui est réduite à la portion congrue, puisque si vous entendez les pseudo-psychanalystes des écoles analytiques, là, les grands pontes télévisuels et médiatiques, eux, ils sont à fond dans toutes les saucisses idéologiques du discours courant. Donc ça ne peut pas être de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, c'est absolument le contraire de ça. Mais la vraie psychanalyse, celle de Freud et de Lacan, eh bien, Lacan rend hommage à Freud d'avoir anticipé au moins de 30 ans ce qui arrive aujourd'hui, mais qui arrivait déjà à l'époque de Lacan. Lui, il l'avait déjà repéré depuis longtemps. Donc, mais lui, il dit 30 ans, mais on peut dire 100 ans, nous, maintenant. Puisque, à travers Psychologie des foules et Analyse du moi, et Malaise dans la civilisation, il prévoit exactement ce qui s'est passé. Le terme est apparu, le terme d'ingénierie sociale. Et ce dont on se rend compte, donc, il n'y a pas besoin là d'être ni analyste ni quoi que ce soit, pour constater la dérive totalitaire qu'a pris la société. Cette dérive était déjà annoncée par Freud dans Malaise dans la civilisation. À l'époque, vous vous rendez compte, c'est-à-dire, je crois que c'est 1929, il dit la civilisation en demande trop au sujet. Et à travers Psychologie des foules et Analyse du moi, ce qu'il met en scène, c'est les conditions du fascisme en train de venir, c'est-à-dire le totalitarisme, fascisme ou nazisme, parce que c'est même un fascisme et un nazisme à côté desquels ceux qui ont eu lieu réellement au début du XXe siècle n'apparaissent que comme des mouvements préparatoires à ce qui se fait maintenant, avec les moyens techniques de contrôle qui sont mis en place, puisque nous assistons de la part de la civilisation à quelque chose qui répond du sujet humain en tant qu'il ne veut pas se reconnaître comme sujet, mais uniquement comme moi. C'est-à-dire qu'il veut rester dans cette espèce d'identification à l'image, et donc nous sommes dans le règne là de la fausseté avec l'image qui est surdéterminante dans la vie des gens. Alors je disais à ma fille il n'y a pas si longtemps, mais franchement, tu crois que des gens qui sont vraiment heureux, ils ont besoin de se prendre en photo et de se mettre sur Instagram? Ça veut dire juste qu'ils veulent faire croire à l'autre
leur autre à eux qui sont heureux. Ils veulent donner le change d'une certaine manière. Mais quand le sujet est vraiment heureux, il n'a pas besoin de se mettre en scène. À la limite, il parle à quelqu'un, mais directement. Et puis quelqu'un qui est proche et avec qui quelque chose peut se passer. Pas des millions d'inconnus comme ça. Donc ce règne de l'image a été déjà prévu par Freud avec son analyse du moi et la psychologie des foules, puisque il y a là comment dans les foules immenses comme l'armée, l'église, etc., le culte du chef va amener à une obéissance sur un mode identificatoire et comment il est possible pour le sujet d'échapper à l'angoisse, comme dans la religion, en se fondant dans quelque chose de collectif qui le met dans une dimension plus vaste que sa propre singularité subjective qu'il a du mal à supporter parce qu'il ne peut pas supporter l'angoisse. Et donc, toutes les conditions sont requises là pour qu'arrive ce qui arrive aujourd'hui, où la parole s'étant effondrée, il n'y a pas tellement à aller loin, vous avez qu'à lire les cahiers de vos enfants, vous allez voir le niveau de français qui est requis pour faire des études aujourd'hui. C'est pas un excès de ma part, mais je peux dire que ma grand-mère, qui avait un certificat d'études, écrivait beaucoup mieux au sens calligraphique du terme, mais même au sens de la syntaxe et du français, que bon nombre d'énarques aujourd'hui. Et donc Freud avait prévu effectivement l'arrivée de ce fascisme-là, de ce totalitarisme, avec cette captation imaginaire, c'est comme ça que Lacan l'appelle, et effectivement la captation imaginaire, c'est ce qui empêche d'ouvrir l'oreille et d'entendre quelque chose. Et puis dans le malaise dans la civilisation, il y a cette marche en avant forcée, la République en marche forcée. Donc là, il y a deux quand même signifiants majeurs, la République qui correspond à l'éviction du monarque, la domination d'un roi ou d'un personnage représentatif d'une autorité symbolique. Personne ne peut le dépasser. Mais dès qu'il n'y a plus cette figure-là, n'importe quel crétin, je pense toujours à Bill Gates, c'est mon crétin favori, donc qui a tellement d'argent, il peut faire n'importe quoi, puisque personne ne peut l'arrêter. Donc il est au-dessus de toutes les lois, il peut dépasser toutes les lois, il peut, ce qu'il a fait là, inséminer des moustiques, créer du paludisme artificiellement, il paraît qu'il veut faire quelque chose entre le soleil et la terre pour changer le réchauffement climatique qu'il n'y a pas, il n'y a aucun réchauffement climatique. Tous les vrais chercheurs et scientifiques sérieux le savent très bien. Nous sommes dans un monde absolument délirant et tout ça est lié à la possibilité pour les sujets que nous sommes de nous confronter à l'angoisse, donc à concevoir que l'angoisse étant le seul affect qui ne trompe pas, c'est quelque chose de très précieux pour nous, que nous ne devons pas traiter avec phobie, comme la médecine aujourd'hui qui est devenue phobique, mais au contraire, faire avec ce qui a été découvert par la psychanalyse, notamment le fait que l'angoisse et le fantasme occupent la même place. Donc, je reviens encore sur cette substitution et sur ce « que suis-je » comme objet pour l'autre. L'angoisse est au fond du fond, pour Freud, mais aussi pour Lacan, ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Et ça, c'est ce que Freud lui-même a appelé le roc de la castration, c'est-à-dire une psychanalyse menée jusqu'à son terme logique. Je vous rappelle la définition de Lacan. Voilà une question que j'ai introduite, ma foi, je dirais dès ma première année de séminaire, en énonçant que l'analyse
est certes un remède contre l'ignorance, qu'elle est sans effet contre la connerie. Peut-on enseigner à qui ne peut pas comprendre? C'est l'impossible. Et pourtant, la psychanalyse doit se confronter à cet impossible, parce que cet impossible-là de l'enseignement, il est momentané et temporaire. Il est possible, justement, qu'à un certain moment, selon ce que traverse le sujet, quelque chose puisse entrer dans son oreille. Et là, la sortie de la fascination, de la captation imaginaire peut avoir lieu. Ça arrive. Et bien qu'une analyse puisse aller très loin comme ça, elle se heurte au roc de la castration. Alors, Freud appelle ça le refus de la position féminine pour les deux sexes. Ça veut dire quoi? Dans le langage freudien, la position féminine, c'est une position de passivité, mais pas une passivité au sens, disons, laxiste du terme. C'est l'action d'être passif, c'est-à-dire d'accepter ce qui vient. Donc ça, c'est une des manières aussi de faire avec l'angoisse. Au lieu de se heurter et de vouloir surréagir, ce qui est de l'ordre du moi, je vous rappelle, le moi, c'est toujours une action-réaction. Vous avez quelqu'un en face, donc le moi en miroir. Ça, on le voit très bien dans les arts martiaux, parce que on commence à devenir meilleur en combat dans les arts martiaux dès qu'on ne rend plus coup pour coup. Là où au début, vous prenez une gauche, hop, vous remettez une gauche. Vous prenez un low kick, un coup de pied bas, hop, vous remettez le même. C'est-à-dire vous fonctionnez en miroir. Nous fonctionnons en miroir avec le monde. Il n'y a qu'à partir du moment où on fait un pas de retrait, on accepte de prendre un coup. Entre parenthèses, vous le savez, c'est pas les coups qui font mal. Les coups ne font pas mal. C'est la peur qui fait mal. C'est la peur de prendre des coups qui fait mal, parce que la peur va inhiber toutes vos fonctions qui sont des fonctions de laisser venir la parole. Et pour laisser venir la parole, il s'agit d'accepter, dans un premier temps, quelque chose et de faire un pas de retrait. Et là, vous allez voir déjà que l'adversaire lui-même, il est surpris de ne pas prendre un coup en retour, et vous allez étudier, vous allez être beaucoup plus calme intérieurement, et ce que vous allez faire là va forcément le surprendre, parce que vous êtes sorti de cette action-réaction. Je vous rappelle que c'est la même chose que l'on retrouve dans la célèbre parabole christique qui dit si on te donne une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. C'est pas aussi de la passivité, c'est juste que tu prends un coup, et alors? Vas-y, fais l'autre. C'est plutôt une position de défi absolu. C'est vous rentrez pas dans le jeu de l'autre. C'est une manière de se situer absolument ailleurs. Bien sûr, il faut avoir les moyens psychiques de ça. Mais ne pas rentrer dans l'action-réaction, c'est-à-dire le jeu de miroir avec le monde, mais réintroduire ce troisième terme manquant, puisque l'autre aussi est manquant. Il faut accepter que l'autre soit manquant. Bien sûr que l'autre, le petit autre, il est toujours là, il est même un peu trop présent, mais son trop de présence marque aussi son caractère déterminant qui est de manquer. Donc il y a un trou dans l'autre. Nous l'avons déjà vu, c'est le trou du phallus lui-même, ce qui différencie donc la reconnaissance du maître par l'esclave voulu par Hegel ne peut pas avoir lieu puisque il n'est pas face à un maître, donc nous sommes sur une autre dimension, il y a un troisième terme, on reste pas là dans juste une binarité basique, il y a ce troisième terme qui vient pour dévier un peu comme un rayon, vous savez que par exemple dans l'Ézéchiade, la prière des orthodoxes, vous ne pouvez pas regarder directement une icône, il faut passer par un miroir pour voir l'icône. C'est impossible à voir parce que c'est une métaphore justement de notre confrontation à la chose qui ne peut pas être directe. Il y a toujours une médiation. Donc,
si je reviens à mon histoire de castration, pour Freud, donc le roc de la castration, c'est que le sujet, même arrivé au terme de son analyse, il y a quelque chose qu'il ne peut pas assumer, qu'il n'y arrive pas, c'est le roc de la castration, c'est cette position féminine, cette position de passivité, de se laisser faire, et de se laisser, on peut dire, inséminer, là, si on veut aller au bout de la position féminine, donc c'est le logos spermatikos, c'est de se laisser inséminer par la parole, d'être effectivement un lieu, le corps comme le lieu de fécondation de la parole que ce corps est, non seulement, mais qu'en plus ce corps permet de déployer, puisque la définition, Freud ne va pas jusque-là, c'est d'être des porteurs de parole. Alors, Lacan, lui, c'est pas qu'il le dit comme ça, il le dit autrement. Mais pour lui, le mur de la castration, ou cette angoisse de castration, elle est plutôt liée au fait qu'il remarque justement dans ces différentes articulations entre l'autre tel qu'il le définit comme lieu des signifiants et le désir du sujet, il manque quelque chose. C'est là où apparaît cette notion que petit à petit je vais ramener, mais il faut vous familiariser avec ça, du phallus. Alors, il a appelé sur le schéma tout à l'heure moins phi, parce que le phallus c'est déjà le signifiant du manque. Il manque toujours quelque chose. Mais pour lui, c'est pas comme pour Freud de dire le sujet n'assume pas son manque constitutif jusqu'au bout, bien qu'il se défasse de beaucoup d'illusions. Il y a quelque chose qu'il n'assume pas, c'est son manque. Lacan dit non, c'est pas tout à fait ça, ça va plus loin que ça. C'est qu'il n'assume pas que le fait d'être objet, donc position passive pour l'autre, vienne combler définitivement le manque de l'autre. C'est-à-dire que sa castration soit la pièce détachée, la pièce rapportée, qui vient boucher le désir de l'autre. Et là, alors, on rejoint vraiment une pure métaphysique. C'est pour ça que Lacan recommandait de lire avec attention les textes sacrés, notamment, bien sûr, les évangiles, mais aussi les écrits des mystiques, parce que si l'autre lui-même, en fait, était bouché, barré, il perdrait sa fonction d'autre, c'est-à-dire d'être manquant. Nous serions nous-mêmes le phallus manquant à l'autre, ce qui fait s'effondrer tout le système. L'autre est indéfiniment manquant lui-même. Donc on peut dire que une castration accomplie en psychanalyse, assumée jusqu'au bout par un analysant, c'est pas seulement pour lui d'accepter son manque constitutif, mais que l'autre lui-même soit définitivement manquant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune garantie d'aucune sorte. Et c'est là où la psychanalyse se différencie de la religion. Et c'est pour ça qu'en dernière instance, en dernier ressort, le seul concurrent, entre guillemets, de la psychanalyse, c'est la religion elle-même. Et la religion, bien sûr, je parle de la vraie religion, c'est-à-dire la religion catholique. Puisque dans les autres religions, comme il n'y a pas d'incarnation, donc il n'y a pas non plus, comme dans la première religion juive originelle, d'incorporation, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans l'assomption de ce manque définitif de l'autre, puisque c'est bien ce que met en scène le Christ lui-même. Eli, Eli, lama sabachthani, ça dit bien ce que ça veut dire. L'autre lui-même ne peut rien. C'est-à-dire nous entrons dans la vérité
là et la vérité est impuissante. Et il le fait pour nous, donc nous n'avons plus besoin de le faire. Alors si on le prend au pied de la lettre, effectivement, il y a un chemin commun entre la psychanalyse authentique et le christianisme authentique. Mais c'est bien sûr ensuite que ça se gâte, c'est-à-dire avec tous les ajouts, les considérations sur la foi, que Lacan appelle la foire, l'ogni speranza, c'est-à-dire l'espoir qu'il y a dans Saint Paul, etc., qu'il moque dans la troisième. Ça, ce sont des garanties qu'il y aurait un autre, au final, qui garantirait la justesse de notre position et de notre parole dans le monde. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà. Si on s'arrête juste au christianisme, il le dit, et c'est effectivement ça. Notre Père qui est aux cieux, bon, c'est une promesse, c'est comme les Juifs disaient avant l'an prochain à Jérusalem, c'est-à-dire le propre d'une promesse, c'est de rester une promesse. Si c'est une promesse qui s'accomplit, c'est plus une promesse. Donc, pour rester dans l'essence des choses, donc notre Père qui est aux cieux, bon, pourquoi pas, on a besoin de ça, en tout cas, pour établir une juridiction spéciale là où se prend la parole, puisque le système symbolique lui-même est androcentrique, mais bien sûr, tout ce qui va autour, alors là, c'est complètement foireux. Donc, une psychanalyse véritable, authentique, dès qu'elle se finit, pour un analysant, c'est dans l'assomption pour lui qu'il n'y a aucune garantie ultime de quoi que ce soit, ni de ses paroles, ni de ses actes. C'est là où je vous reparle de cette image que Ramsay avait déjà réintroduite dans un des séminaires quand j'en avais parlé, de ce film Indiana Jones, où c'est à partir du moment où je ne tiens plus que sur ma parole. Ça, c'est l'éthique. Ethos, originellement, c'est le pied que je mets devant et je suis là et uniquement là. Donc, je suis là où est ma parole. Donc, si je me mets là, que je mets un pied devant, il n'y a rien, il y a le vide. Et là, il y a une pierre qui sort pour que mon pied repose sur quelque chose. C'est ça, la manière dont une psychanalyse peut être terminée. Donc, je ne devrais plus avoir aucun vertige. Puisque c'est terminé. Je n'ai plus besoin de la garantie d'un autre. Je ne peux plus me garantir, me remparder d'un autre. Et tout ce qui est anti-psychanalytique, au sens plein de anti, qui veut dire contre, mais qui veut dire avant, donc pré-psychanalytique, mais aussi contre la psychanalyse, c'est toujours vouloir un autre qui garantisse quelque chose de ma petite position. Regarde, j'ai bien fait, j'ai bien obéi. Donc toute cette obéissance-là, gluante, servile, qu'il y a eu pendant la psyop Covid, on l'a là. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, là, de servir un autre qui les garantit. Non, une psychanalyse, c'est terminé. Vous n'avez plus droit à la moindre garantie parce que l'autre lui-même est troué. C'est-à-dire il ne peut rien et il ne pourra jamais rien vous garantir. Alors, où ça nous amène tout ça ? Dans le rapport, justement, aussi que seul permet la psychanalyse entre la demande et le désir. Vous savez qu'il y a 3 registres, donc le besoin, la demande, le désir. Et le besoin humain étant toujours médié par une demande, puisque nous sommes des êtres de parole, et donc nous avons affaire à l'autre, eh bien, nous nous servons de ça pour essayer de viser et d'avoir cet objet du désir qui est que nous demandons à l'autre. C'est pour ça que nous voulons absolument qu'il y ait un grand autre qui nous protège. Alors pour les philosophes pseudo-psychanalytiques comme Zizek, par exemple, c'est Staline. Selon lui, il y aurait quand même une possibilité qu'un jour il y ait un homme sur cette terre qui fasse comme un roi mythique régner l'égalité entre tous, etc. Mais c'est totalement infantile. C'est incompatible avec la psychanalyse. Absolument incompatible. Ça ne se passe pas. L'autre n'est pas un autre en tant que maître
du système socio-symbolique, puisqu'il n'y a pas de maître. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est impossible. Le seul maître, c'est la parole elle-même. Il n'y en a pas d'autre. Et donc cette parole, elle obéit elle-même à des lois. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est quelque chose de complexe. On ne résout pas les choses juste par une sorte d'adaptation, d'orthopédie sociale. C'est absolument l'inverse de ça. Et ça nous amène donc au rapport, justement, de la psychanalyse avec la médecine, qui sont alors absolument aujourd'hui quasi inexistants, parce que là j'ai des nouvelles de l'hôpital Sainte-Anne par exemple, qui était le lieu même où se pratiquait la psychanalyse. Aujourd'hui ce n'est que de la pharmacopée, il y a plus de place pour la psychanalyse. Il reste bien sûr quelques psychiatres intelligents, heureusement, qui introduisent un petit peu de psychanalyse dès qu'ils le peuvent, mais ce n'est plus du tout comme il y a 20 ans ou 40 ans, c'est terminé, c'est-à-dire maintenant c'est psychanalystes ou je ne sais pas, vous savez les petits trucs que vous recevez dans la boîte aux lettres avec Monsieur Mbamba, vous dit tout, retour d'affection, etc. C'est un peu du même ordre, c'est-à-dire le psychanalyste est considéré comme une espèce de fou qui est hors du rationnel, alors que c'est bien sûr absolument l'inverse, puisque la rigueur, elle est du côté de l'analyse véritable. Et dans un texte absolument merveilleux, qui n'est pas un texte d'ailleurs, qu'on peut trouver sous forme de texte, mais qui est une interview de Lacan par une psychanalyste et des médecins sur les rapports entre la médecine et la psychanalyse. Mais c'est délicieux, c'est-à-dire la manière dont il répond à ça, c'est extraordinaire. Avec sa syntaxe qui est magnifique, il résume, il le déploie en 2 registres, c'est-à-dire 1, ne pas confondre la demande et le désir. Quelqu'un qui va voir un médecin n'a pas le désir de guérir. Il lui demande de cautionner son statut de malade. C'est pas du tout la même chose. Mais comment comprendre la différence entre une demande et un désir, puisque le désir concerne justement le manque fondamental que le malade comble par sa pathologie. Et comment articuler désir et demande si vous n'avez aucune idée de cette histoire du Magdalénien et des cercles pleins de la demande qui font que le sujet lui-même s'oublie et qu'il oublie que le désir, ce qu'il désire, c'est un trou, c'est un vide. Donc vous allez constater que la plupart du temps, dès que on annonce à quelqu'un qu'il va mieux, il y a une inquiétude. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour qu'on cautionne sa maladie. Sa maladie, donc, qu'il a du mal à dire, puisque c'est justement sa parole qui lui manque, là. Sa parole lui manque parce qu'il est castré, il ne veut rien savoir de sa castration. Je rappelle que la castration, c'est le manque symbolique d'un objet imaginaire. Donc nous manquons de symboles, nous manquons de paroles, et nous devons nous acheminer vers la parole. Et donc la deuxième chose qui rappelle, ça c'est déployé sur peut-être, 20 minutes d'une improvisation qui vaut tous les solos de jazz des plus grands jazzmen, tellement c'est beau la manière dont il déploie ça. Le deuxième, c'est que le corps, c'est fait pour jouir. C'est que le corps se jouit de lui-même et que l'écart qu'il y a dans la manière dont le signifiant a prise sur le corps, là, nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la psychanalyse qui permet d'authentifier la différence entre une privation, une frustration et la castration, qui sont de niveaux différents. Alors, d'ailleurs, j'avais dit que je parlerais d'anecdotes. Alors, je vais commencer par cette petite anecdote où quelqu'un que j'ai rencontré me dit « Je suis vos séminaires, je trouve ça très bien, etc. » Mais par exemple, vous dites que la contagion est idéologique, mais moi, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid. J'ai dit « Vous l'avez eu quand, le Covid ?»
Il m'a dit, en avril 2020. J'ai dit, ah bon, tout de suite, vous aviez peur d'avoir. Ah bah oui, j'étais terrorisé par l'idée d'avoir le Covid. Ben voilà, il a eu le Covid. La peur de la peste a détruit Athènes, pas la peste. La mort attrape d'abord ceux qui courent. Ça, c'est clair dans tous les cas. Pour Freud, bien sûr, cette peur-là, ce n'est rien d'autre que de la jouissance. Alors lui, il ne la définit pas comme ça. Plutôt, il ne la nomme pas comme ça. Ça, c'est Lacan qui la nommera comme ça. Mais la jouissance de la peur, c'est à prendre au premier degré. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas notre peur. Quand on jouit de quelque chose, c'est qu'on n'en est pas propriétaire. Mais on en jouit, comme vous pouvez jouir d'un appartement qui ne vous appartient pas, mais on vous le prête, vous en jouissez. Ben là, cette peur-là, vous en jouissez parce que ça vous donne une sensation qui vous permet de vous sentir vous-même existant, d'une certaine manière. Donc, une jouissance d'avoir peur comme les autres, de faire partie des autres, donc d'avoir une garantie que vous offre cette pseudo-communauté de tous ceux qui ont les chocottes. Et là, c'est pas ce qui a manqué quand même pendant le Covid. Hein. Pendant le Covid, je vous rappelle que le premier symptôme du Covid a été une pénurie de papier cul. Le symbole quand même, c'est que on n'allait pas avoir là une épidémie de courage. Hein. Tout le monde se chie dessus. C'était tellement drôle. Mais j'étais le seul à rire à l'époque. Enfin, pas tout à fait le seul, j'avais quelques personnes avec moi, mais quand même. Donc vous voyez la jouissance là, ce sentiment de faire corps avec d'autres, parce que nous n'avons pas le sentiment justement des limites de notre corps. Justement parce que nous sommes identifiés à une image, et donc d'avoir, les gens aiment se trouver... Je suis toujours étonné de voir les gens qui font la queue. À Paris, tout le monde fait la queue comme dans les images qu'ils nous montraient de l'URSS auparavant. C'est-à-dire, il y a 100 mètres de queue pour bouffer une merde industrielle. C'est absolument incompréhensible pour moi. Mais d'une certaine manière, c'est compréhensible. C'est de faire corps avec d'autres. Ça donne la jouissance d'être avec d'autres comme ça, de partager quelque chose qui est totalement imaginaire. Là, nous sommes en plein imaginaire. La sortie de l'angoisse, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est l'assomption de son fantasme et l'assomption de sa singularité absolue, subjective, que vous pouvez trouver chez votre analyste, pour autant qu'il le soit. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Ben, c'était pareil. La médecine faisait mouche. Dans une grande part de son champ, avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer. Le médecin, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Freud, avait prévu que la scientifisation de la médecine fait chuter la figure du médecin, qui était, d'une certaine manière, le sage du village. C'est-à-dire que c'était pas un prescripteur de pilules, le médecin. C'était celui qui allait entendre et qui en savait assez sur la médecine, comme les profs de dessin qui enseignaient le nu, qui en savent beaucoup plus sur le corps humain que immensément de chirurgiens, parce que ils étudient ça dans la logique même formelle, dans laquelle justement, quand vous savez dessiner correctement un oiseau, s'il manque un os dans cet oiseau, dans votre dessin, il peut pas voler. Hein, alors vous direz, un oiseau dessiné ne vole pas, mais si, il vole, il a la capacité de voler, hein, selon l'adage célèbre, le canard ne porte que des ailes sur son dos, mais ses ailes le portent. Donc il faut le savoir que le dessin, il est déjà le dessinateur. Quand vous voyez les vidéos de Jean-François Debord, vous avez des vidéos qui vous montrent ce que c'est que le corps humain. Ce corps-là, il est entièrement travaillé par les signifiants. Et quand il n'y a pas de rapport entre la parole et le corps, il y a juste une scientifisation de la médecine qui va traiter des bouts de corps comme ça en voulant faire disparaître des symptômes, et il n'y a aucune prise en compte de ce qu'il en est du statut d'être parlant
du sujet. Et donc, de ce fait-là, il y a une évacuation du sujet. Donc, la science n'est qu'une idéologie de suppression du sujet. Donc, la suppression du sujet qui a eu lieu avec la scientifisation de la médecine, à laquelle on assiste aujourd'hui, a aussi éliminé les médecins. Il n'y a plus de médecins. Est-ce que vous trouvez un médecin de moins de 60 ans aujourd'hui correct, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un prescripteur de pilules sponsorisé par les laboratoires médicaux? C'est difficile. Hein. En tout cas, je ne ferai pas confiance, à part une ou deux exceptions que je connais, à des médecins de moins de 60-70 ans. C'est impossible aujourd'hui, puisque ce sont des fonctionnaires de l'administration matérialiste du corps humain. Ça n'a rien à voir avec la médecine. La médecine originale, donc la figure du médecin, c'était celui qui représentait une certaine autorité symbolique. Quand il disait, bon, prenez ça ou faites ça, ben, ça avait quand même un poids. Aujourd'hui, vous avez écouté qui? Le docteur Véran, le docteur Buzyn, qui dit, moi on prend le médicament, mieux on se porte, et qui impose 11 vaccins qui ne servent à rien aux enfants pour jouer le jeu de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire gagner de l'argent avec son mari, qui gagne beaucoup d'argent avec ça, etc. Donc nous sommes dans une dérive absolue qui était déjà prévue par la psychanalyse et qui a ce rapport-là à l'angoisse qui est d'identifier l'autre, en tout cas, comme un grand autre, c'est-à-dire le lieu même de la parole, le lieu des signifiants, dit Lacan, et le différencier, bien sûr, des petits autres, qui sont en miroir ceux que nous jouons moi contre moi. Donc, dans la méconnaissance et l'illusion de ce stade-là, d'être à ce point aliéné à son image, parce qu'on se voit plus beau qu'on est. Parce que si vraiment nous acceptons le statut de l'angoisse, c'est un statut qui est lié au manque, et nous l'avons vu dans la résolution progressive des structures, des seules structures repérées par la psychanalyse qui sont psychose, perversion, névrose. L'hystérie n'est plus à considérer comme une névrose, tout simplement parce que l'hystérique accepte que son désir soit insatisfait et que c'est une insatisfaction satisfaisante du fait que l'angoisse à ce moment-là est transposée dans l'autre sous la forme du fantasme qui doit rester fantasme. Hein. Le but d'un fantasme, c'est pas de se réaliser, entre guillemets, puisque là c'est le cauchemar, hein. Un rêve qui se réalise, c'est un cauchemar, mais au contraire, rester dans le lieu symbolique où les moindres articulations logiques peuvent être déployées de telle manière que le sujet fasse un véritable progrès. Je vous rappelle que le progrès, il n'y a de progrès pour l'homme que symbolique, c'est-à-dire dans sa manière de parler. Les progrès techniques ne sont pas des progrès pour l'homme, ils sont des progrès pour les portefeuilles de certains industriels, mais sûrement pas pour l'homme qui, lui, en tant qu'être de parole, ne peut progresser que dans sa manière de parler et de parler de son sujet qui est toujours absent, parce que représenté par un signifiant dans un lieu qui s'appelle l'autre, et cet autre-là, eh bien, nous n'arriverons jamais à nous en débarrasser, ni de son savoir, ni de sa vérité. C'est comme ça. Et ça, c'est déjà le premier pas vers ce qu'on appelle la castration. Et l'angoisse, je vous rappelle, au départ, c'est une angoisse de castration. Nous avons peur de quelque chose qui a toujours déjà eu lieu. Donc, nous arrivons avec un jeu où toutes les cartes ont été mélangées et les règles du jeu ont été faussées par la civilisation. Et la civilisation, aujourd'hui, est en pure perdition, puisque elle va contre ses propres intérêts. Donc la psychanalyse aujourd'hui peut plus que jamais nous permettre de retrouver notre chemin dans ce travail-là d'acheminement vers la parole. La parole, en tant que mot, vient d'un autre mot
qui s'appelle la parabole. La parole vient de la parabole. La parabole, c'est une courbe, et c'est une courbe qui tend vers une certaine limite sans l'atteindre. Et donc, bien sûr, la parole, c'est une manière aussi de dire la dimension du signifiant qui tend vers le réel sans jamais l'atteindre, parce que le réel constitue sa limite interne. C'est pour ça qu'au final, l'autre avec un grand A, pour Lacan, c'est le corps lui-même. De quoi avez-vous peur ? Ou plutôt il dit, de quoi avons-nous peur ? De notre corps. Mais pas en tant que amas de chair et de cellules et de viscères et je sais pas quoi, mais c'est le lieu de la parole, c'est le lieu de résonance de la parole. Sans notre corps, il n'y a pas la parole qui peut venir. C'est parce que nous avons un corps humain. Alors, une petite extension à ça. Alors, ils disent, oui, c'est bien beau, mais les animaux, alors, est-ce qu'il y a de l'autre pour les animaux ? Alors, bien sûr qu'il y a de l'autre pour les animaux aussi, parce que ceux qui font des expériences sur les animaux, comme dit Lacan parlant de Pavlov, ils font des expériences scientifiques sur les animaux et puis ils mettent en place des systèmes de frustration et de privation, etc. pour avoir des réflexes conditionnés. Et puis ils étudient ça, ils notent, ils en font des lois. Mais ils font comme si eux, ils n'y étaient pas dans l'expérience. Voilà le discours universitaire. C'est-à-dire que c'est non seulement le discours universitaire, mais c'est le discours, disons, pré-magdalénien, on peut dire. C'est vraiment, il s'oublie lui-même dans l'expérience. Mais l'animal, il fait ça pour l'autre qui est là et qui lui fait comme s'il n'y était pas. Il ne se compte pas dans l'expérience. Il n'y participe pas, il n'y met pas de sa peau. C'est là où la psychanalyse est plus rigoureuse parce que il n'y a pas de négation des résultats, disons, même statistiques des expériences. Mais ça ne vaut que quand le sujet lui-même y est intégré. Et le sujet, c'est pas une histoire de statistiques. Statistique, ça veut dire science de l'État. Ça veut dire vraiment observation des lois du langage et la manière dont elles fonctionnent pour et sur le sujet. Donc, effectivement, là, ce sont les lois du signifiant.